Bonjour à tous, bienvenue à l'Appel de Paris. Nous sommes très heureux en tant que Fédération des parents d'élèves des appels de Paris, Créteil et Versailles de vous recevoir ce soir dans les locaux de l'Appel de Paris. Association de toutes les associations de parents d'élèves des écoles publiques et privées de Paris, excusez-moi. Nous avons à cœur de vous proposer des webinaires qui pourraient intéresser le plus grand nombre de parents. C'est pourquoi nous avons partagé cette année notre webinaire non seulement avec Paris, Créteil et Versailles, mais aussi d'une façon plus large. Donc je remercie toutes les personnes qui viennent d'encore plus loin pour se renseigner sur ce qu'est le burn-out parental. Cette soirée a été préparée par Valérie Moreau, la responsable de l'ICF à l'Appel de Paris, ainsi que plusieurs élus de l'association. Donc je connais tout d'abord à la remercier, bien sûr, mais là, elle ne peut pas venir vous voir puisqu'elle est en train de répondre à tous les parents qui essaient vraiment de comprendre comment fonctionne le lien Teams Carrefour. Merci beaucoup d'être là. Et pour ceux qui ont réussi à s'inscrire et être déjà à l'heure, fantastique, bravo. Nous allons, maintenant que nous sommes en direct et nous sommes 160, ne pas attendre plus longtemps et passer la parole à Élodie et à Thénaïs qui vont vous parler ce soir du burn-out parental. Merci. Bonsoir à tous. Merci à l'ICF, à l'Appel de Paris et aux appels académiques de Créteil et Versailles pour leur confiance et d'avoir organisé ce webinaire sur un sujet qui mobilise, qui interroge et au regard du nombre d'inscrits, qui vraiment interroge les parents. Donc ce soir, on est là pour parler du burn-out parental. Le burn-out parental. On parle beaucoup de burn-out professionnel et finalement peu de burn-out parental pour plusieurs raisons, parfois par méconnaissance, souvent par honte ou culpabilité. On vit dans une société où la parentalité est quelque chose dont on parle peu ou en tout cas relié à une image de perfection. Donc on n'ose pas dire quand ça ne va pas, on n'ose pas toujours dire, disons, quand ça ne va pas. Et aussi et surtout parce que, à la différence du burn-out professionnel, on ne peut pas se mettre en arrêt maladie parentale. Et donc, peut-être que parfois, on se dit que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Le burn-out parental, en quelques chiffres, si on peut mettre... J'arrive, elle arrive. La présentation arrive, mais on va vous parler un petit peu des chiffres, parce que cela, vous êtes nombreux. Donc la question, c'est de quoi on parle exactement en termes de chiffres quand on parle de burn-out parental. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études aujourd'hui sur le burn-out parental. On en a une qui a été faite par deux psychologues, qui sont les psychologues qui sont la référence en matière de burn-out parental, parce que c'est elles qui ont contribué à justement faire ressortir cette notion et en comparaison. Elles se sont basées sur des études qui parlent du burn-out professionnel de ça, et petit à petit, elles sont... Donc, les chiffres aujourd'hui, donc ces études datent de 2017-2018, mais les chiffres n'ont pas beaucoup changé. C'est à peu près 5% de personnes, de parents en burn-out parental, et
risque de burn-out parental. On a 42. Et quand le chiffre augmente, on est plutôt vers 6, 7, voire 8% en fonction des pays. Aujourd'hui, l'étude la plus récente qu'on a, elle concerne surtout les mamans. Donc, le fait d'être en visio n'est pas nécessaire au papa. Mais ça ne permet pas de voir la proportion des mamans présentes, mais dans la dernière étude qui date de 2022, qui a été faite par l'IFOP, on a des chiffres qui sont quand même un peu alarmants par rapport à cette notion d'épuisement parental, parce qu'on a 67% des mamans, parce que cette étude-là, elle ne vise que les mamans, à la différence de la première étude qui vise à la fois les papas et les mamans. L'étude de 2022, elle était à destination de mamans pour des enfants entre 0 et 7 ans. C'est vrai que ça ne vise pas les adolescents qui sont pourtant concernés, enfin les parents d'adolescents, pardon, désolé parce qu'on a un petit bug technique. Donc voilà les chiffres, vous avez les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sur les 5% et les 8%, et on voit la répartition sur la carte dans le monde avec le fait que les pays occidentaux sont quand même plus touchés par le burn-out parental. Et sur la slide d'après, on a les chiffres donc, de cette étude dont je viens de vous parler de l'IFOP, qui met en avant l'épuisement parental chez les mères. Donc on a 67% des mamans qui se disent épuisées physiquement. On en a 57 qui se disent épuisées moralement. Et on a 34% de mamans qui se disent concernées par le burn-out parental. Alors dans ces 34%, on en a 20% qui... on en a 20%, pardon, qui ont un petit bug technique, mais tout va bien se passer. Oui, mais il ne fait pas défiler ce qu'il y a dedans. Ça y est. À chaque fois, il faut appuyer sur les... À l'intérieur de celui-là, il faut appuyer. Si tu appuies dessus, ça ne fonctionne pas. Donc on a 34% de mamans qui sont concernées par le burn-out parental, dont 20% qui estiment avoir déjà fait l'objet d'un burn-out parental et 14% qui se disent être encore en burn-out parental. Dans ces 34%, quand on interroge les mamans et les mamans qui sont familles monoparentales, on a 40% des mamans. Il y a des gens qui disent que dans qui branchent leur micro. Je ne suis pas présentée. Non. C'est correct. Apparemment, un problème de son. J'essaie de résoudre le problème de son. Mais vous allez faire l'image. Est-ce que ça vous embête? C'est-à-dire que si je mets l'ordinateur un peu, le son résonne beaucoup apparemment. Alors je peux couper le son si ça résonne, mais on va le mettre comme ça. Comme ça, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je pense que c'est dû au fait qu'on n'est pas branché sur la Wi-Fi et pas sur le. On peut pas faire un webinaire si on n'est pas branché. Est-ce que les gens vous entendent mieux? Qu'est-ce qu'ils disent? Des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Est-ce que ça marche mieux le son? Oui, c'est mieux. Donc c'est déjà ça. Donc, du coup, je propose qu'on rembobine et qu'on reprenne au début pour ceux qui n'ont pas pu suivre et entendre l'introduction. Donc le sujet aujourd'hui, effectivement, on vient de parler du burn-out parental. On entend beaucoup plus souvent parler de burn-out professionnel que de burn-out parental.
pour plein de raisons, on n'ose pas toujours en parler par méconnaissance, par honte ou culpabilité, parce que aujourd'hui on vit dans une société où la parentalité reflète la perfection, donc c'est pas évident de dire que on ne va pas bien, et aussi sans doute parce que l'arrêt maladie parentale n'existe pas, donc on se dit parfois qu'il y a sans doute rien à faire. Vous parlez du burn-out parental aujourd'hui, je suppose aussi qu'on parle des chiffres. Alors le burn-out parental, en quelques chiffres, on a peu d'études finalement, mais on a deux psychologues, Isabelle Roskam et Moira Nicolas-Jacques, qui ont mené des études assez poussées sur un grand panel de parents et qui visent aussi 42 pays, qui permettent de voir un petit peu à quel niveau on se situe en termes de burn-out parental. Donc on a 5% de parents en burn-out parental quand on regarde les études qui ont été menées, et 8% de parents qui sont à risque de burn-out parental. Alors effectivement, quand on regarde la carte sur les 42 pays, finalement, on se rend compte que les pays africains, eux, sont très peu touchés par le burn-out parental, et que par contre, les pays occidentaux sont beaucoup plus touchés, ce qui fait qu'on arrive parfois à des chiffres qui sont plus autour des 8% que des 5%. Une étude récente de l'IFOP, qui elle date de 2022, mais qui est assez spécifique parce qu'elle vise finalement que les mamans. Donc comme je le disais tout à l'heure, mais je ne sais pas si tout le monde a entendu, on serait curieuse de savoir ce soir le nombre de mamans, la proportion des mamans venues assister à ce webinaire. Et c'est assez restrictif aussi parce que ça vise que les mamans d'enfants de 0 à 7 ans. Donc effectivement, ça ne prend pas en compte l'adolescence, qui est aussi une période qui génère beaucoup de frustration chez les parents et qui parfois génère aussi de l'épuisement. Donc on a 68% des mamans qui se disent épuisées physiquement, 57% qui se disent épuisées moralement, et on a 34% de mamans qui se disent concernées par le burn-out aujourd'hui, donc 20% qui ont déjà vécu le burn-out et 14% qui sont encore en burn-out. Sur ces 34%, quand on interroge les mamans qui sont seules, les mamans solo, ça monte à 40%, donc ça monte assez vite. Et quand on pousse un peu les questions dans cette étude, on a 40% des mamans qui disent qu'elles pourraient être un jour concernées par cette question de burn-out parental. Donc quand on voit ces chiffres, on se dit, je vois qu'il y a des papas, donc c'est chouette de voir que les papas s'intéressent à la question du burn-out parental. Quand on voit ces chiffres et quand on voit le nombre d'inscrits ce soir, on se dit que c'est un vrai sujet et que c'est donc utile d'en parler. Donc de quoi on va vous parler ce soir? D'abord, on fera un rapide petit point sur l'évolution de la parentalité au fil du temps, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui. On vous parlera aussi de qu'est-ce que le burn-out, leurs causes, les conséquences, comment ça se manifeste. Et puis, évidemment, et c'est ce qui va vous intéresser sans doute, qu'est-ce qu'on peut faire de prévenir quand on arrive à l'épuisement pour ne pas basculer de l'autre côté, et comment on s'en sort si jamais, effectivement, on est en burn-out parental. Et puis, on vous laissera place pour nous poser toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Donc, la parentalité au fil du temps. La psychologue dont je vous parlais tout à l'heure relève qu'à la question « être parent aujourd'hui est-il différent d'être parent hier ?» la réponse est oui. Et aurait-on pu parler au siècle dernier de burn-out parental? La réponse est sans doute, mais pas forcément avec les mêmes enjeux ni dans les mêmes conditions. Il est vrai que l'épuisement parental traverse les temps et que la place de l'enfant n'a pas toujours été la même au fil du temps, au fil des années. Il y a des années très très lointaines, finalement, l'enfant, il y avait un tel taux de mortalité que le but c'était de ne pas trop s'attacher aux enfants, de ne pas s'impliquer émotionnellement. Et puis petit à petit, la place de l'enfant va changer. La Première et la Deuxième Guerre mondiale vont jouer un rôle très important parce qu'il y aura un certain nombre, beaucoup d'enfants orphelins, et l'enfant deviendra un peu au centre des priorités comme étant un être à garder en vie. En 1959, on va avoir un vrai tournant avec la Déclaration universelle des droits de l'enfant, et 1989 avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Où là, on a vraiment la notion
de droits pour l'enfant. L'enfant est mis au centre des discussions et en contrepartie des devoirs pour les parents. Et puis, au fur et à mesure, la littérature, les psychologues, tout le monde va venir parler de cette notion de parentalité qui était finalement pas vraiment présente avant. Dans la parentalité, on voit apparaître, à partir des années 2000, et notamment 2006, cette notion de parentalité positive, qui fait beaucoup débat aujourd'hui. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat de la parentalité positive aujourd'hui, mais c'est important de comprendre de quoi on parle, et parce que ça génère aussi un certain nombre de choses qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui on parle un peu plus de burn-out parental. La parentalité positive, au final, en 2006, les recommandations du Conseil de l'Europe viennent nous définir qu'est-ce que c'est. Un comportement parental qui est fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui vise à l'élever, à le responsabiliser, qui est non violent, qui lui fournit reconnaissance, assistance, en favorisant son plein développement. Donc beaucoup d'informations et beaucoup de pression sur les parents. Aujourd'hui, c'est vrai que un peu partout, on peut voir des recommandations, pour ne pas dire plutôt des injonctions, autour de la parentalité sur différents sujets, le sommeil, la crise d'adolescence, la consommation des écrans, le développement de l'enfant. Un peu partout sur les réseaux sociaux, les affiches dans les crèches, dans les écoles, dans les cabinets médicaux. On a même Tati Daniel, Mamie Gâteau ou Belle Maman à qui on n'a rien demandé, qui viennent nous donner quelques conseils. Tout ça est quand même générateur de stress pour les parents parce que finalement, l'image qui est renvoyée, c'est vraiment être un parent parfait, c'est possible. On doit être un parent parfait, on doit réussir nos enfants. Être parent, c'est facile. Et au final, être parent, c'est pas si facile que ça. Et si vous êtes tous avec nous ce soir, c'est aussi, ça démontre qu'être parent n'est pas un long fleuve tranquille et que parfois, c'est pas toujours simple. Alors moi, en tant qu'ancienne avocate, j'aime bien parler de contrat. Quand on devient parent, on signe un contrat et puis il y a un petit astérix qui renvoie une note de bas de page en tout petit caractère, 7 jours sur 7, 365 sur 365, sans arrêt maladie, sans vacances, sans répit. Beaucoup de stress, du coup, pour les parents. Beaucoup de stress pour les parents. Des stresseurs qui apparaissent parfois même avant la naissance. Est-ce que cette grossesse va être menée à terme? Est-ce que mon enfant se développe correctement? Qui petit à petit monte avec la naissance. On a effectivement plein d'inquiétudes. On a une baisse de sommeil, des réajustements professionnels à faire, un certain nombre de choses qui viennent augmenter les facteurs de stress. Avec la scolarité et le début de la scolarité, les choses, on va dire, empirent, si on peut dire ça, parce que on veut le meilleur pour nos enfants, qu'ils puissent accéder aux meilleures études, qu'ils aient un bon niveau, qu'ils aient de bonnes relations sociales, avec beaucoup de pression sur le fait que on n'a pas envie qu'ils subissent de moqueries, de harcèlement, etc. Donc tout ça rajoute au stress. Il y a aussi parfois dans le développement de l'enfant l'apparition de troubles, de handicaps qu'il faut gérer. Et on pourrait penser qu'en grandissant, ça s'atténue. Et finalement, quand on arrive à l'adolescence, ça ne s'atténue pas parce que les parents doivent relever de nouveaux défis. Saute d'humeur, comportement à risque, surconsommation des écrans, premier chagrin d'amour, bref, on a de quoi être occupé. Alors vous me direz, ok, mais beaucoup de stresseurs, mais tout le monde ne tombe pas nécessairement en burn-out parental. Effectivement, il y a plein de choses dans notre parentalité qui viennent un peu compenser tous ces stresseurs. Déjà parce qu'on se prépare quand même un petit peu avant d'être parent à vivre ces difficultés. Alors pas forcément dans toute leur ampleur, sinon on ne ferait peut-être pas d'enfants, mais en tout cas on s'y prépare. Ensuite, parce que c'est souvent contrebalancé par le plaisir d'être parent et le fait de se sentir indispensable et de pouvoir et d'aimer nos enfants tout simplement par tout ce qui est émotions positives liées à notre parentalité. Et enfin, parce que souvent, on a des ressources qui sont mises en place en contrepartie de tous ces stresseurs. Alors, comment on en arrive du stress parental, on va dire ordinaire, qu'on vient de vous décrire, au burn-out parental? Le burn-out parental, qu'est-ce que c'est finalement et comment ça se manifeste? C'est en tant que parent, dans notre parentalité, on peut être matérialisé par une balance avec tous les facteurs de risque qui pèsent sur nous et toutes les ressources en contrepartie.
À un moment donné, quand les facteurs de risque sont plus lourds que les ressources, et donc par facteur de risque, j'entends agent stresseur, tout ce qui est facteur de stress, eh ben, on a un déséquilibre et c'est là où notre parentalité commence à devenir pesante et c'est là où on peut tomber en burn-out parental. Finalement, dans notre vie de tous les jours en tant que parent, entre les trajets, les repas, les courses, les 1000 et une autres choses à penser, le rendez-vous chez le dentiste, le rendez-vous chez le médecin, la boîte de goûter, le sac de piscine, chaque parent court tous les jours un marathon et essaye de faire rentrer 2 journées dans une. Tout ça, effectivement, génère, comme on l'a dit, beaucoup de stress, mais bon, à un moment donné, on arrive à compenser. Quand est-ce qu'on n'arrive plus à compenser? Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est un peu les facteurs de risque qui rentrent dans la balance, qui pèsent plus lourd dans la balance et qui fait qu'à un moment donné, on peut basculer. Alors il y en a plusieurs. Il y a les facteurs socio-démographiques. Les facteurs socio-démographiques, ça va être par exemple l'âge des enfants. Ça va être par exemple l'âge des enfants, ça va être famille monoparentale ou pas monoparentale. Il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en compte. On est toujours connecté? J'espère bien. On essaie de résoudre le problème des slides qui ne circulent pas. Je vais essayer de continuer et au fur et à mesure, de toute façon, vous aurez le support dans le replay. Donc, ces facteurs sociodémographiques ont donc une incidence. Donc, je disais, il y a l'âge des parents. Il y a le fait aussi qu'on vit dans une société où on est très individualiste, ce qui peut générer aussi beaucoup de stress parce que finalement, on est centré sur nous-mêmes et c'est plus compliqué. On a d'autres facteurs comme les facteurs situationnels, où là, on a par exemple un événement de vie, un décès, un accident grave, un licenciement, qui vont venir impacter notre vie de parent et notre parentalité. La difficulté, alors ce n'est pas les facteurs qui sont le plus présents et qui vont être le plus à risque. Finalement, ceux qui vont peser le plus dans la balance, ceux-là, ils comptent évidemment, mais c'est en général pas souvent ceux-là qui font peser la balance. On a les facteurs familiaux, personnels et éducatifs qui, eux, pèsent un poids très lourd dans la balance. Oui, tout à fait. En effet, la personnalité du parent de tomber en burn-out va être un des premiers facteurs à risque, dont le plus important qui est celui des compétences émotionnelles. Ce qu'on appelle compétences émotionnelles, ça va être notre capacité à identifier, à comprendre, à exprimer et gérer ses émotions ainsi que celles d'autrui. Et dans la parentalité, notre rapport aux émotions est très important. En effet, les parents qui ne parviennent pas à comprendre leurs émotions peuvent facilement se laisser déborder et trouver que d'être parent, c'est épuisant. Ils peuvent avoir parfois des mauvaises réactions ou surréagir aux comportements pourtant normaux de leurs enfants. De même, s'ils ne comprennent pas leurs émotions, ils vont avoir du mal à comprendre ceux de leurs enfants et donc apporter la bonne réponse. Il est donc indispensable, quand on est parent, d'avoir de bonnes capacités de décodage et de comprendre, par exemple, quand son enfant de 4-5 ans fait des grosses colères ou quand son adolescent, justement, fait la tête et a une petite crise d'adolescence bien sympathique. Et tout ça peut risquer d'entraîner de mauvaises relations parents-enfants. Ensuite, il y a également le facteur risque au niveau de l'histoire parentale. Un des facteurs risques va être notre rapport avec nos parents. Est-ce qu'ils étaient empreints de chaleur, d'humanité? Est-ce qu'elles étaient aimantes? Ou au contraire, est-ce que nos rapports étaient distants et froids avec nos enfants? Comme on le sait, nous nous construisons dans le regard de nos parents qui va fortement influencer notre relation avec nos enfants. Dans mon association, j'accompagne des familles sur demande du juge des enfants et je peux observer que dans beaucoup de familles que j'accompagne, les parents ont eu eux-mêmes des problèmes avec leurs propres parents. Je pense par exemple à Lucien qui a eu des parents qui étaient distants et froids. Il a plutôt développé un attachement de type insécurisé, comme on dit en psychologie. Aujourd'hui, il a 4 enfants, il a des problèmes dans ses relations sociales, ses relations professionnelles et avec ses enfants. Son manque de sécurité affective va le rendre maladroit avec ses enfants le lui rendent bien, réagissent de manière plutôt agressive, ce qui va ne faire qu'aggraver le problème d'anxiété de Lucien et justement émettre de mauvaises relations avec ses enfants et aggraver donc son problème de stress aigu. Ensuite, il y a un autre facteur qui est le perfectionnisme parental.
qui va souvent être associée à la peur de mal faire, où le parent a des exigences qui sont impossibles à atteindre. Par exemple, les parents vont se mettre une très forte pression pour le développement de leurs enfants. Et face à... C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. J'ai l'impression qu'on a Il y a quelques petits bugs techniques, donc c'est pas évident. C'est pas évident de vous faire suivre les slides, mais on continue. Et face à cette pression, donc le parent n'est jamais satisfait de lui-même. Il va risquer de s'épuiser physiquement et psychiquement. Et si les résultats en plus ne sont pas à la hauteur des attentes, le parent va perdre confiance en lui et totalement s'épuiser. Être parent, cela nécessite de s'adapter à la spécificité de chacun et donc de se montrer flexible. Un enfant peut avoir des problèmes scolaires, des problèmes de comportement. Il va avoir besoin, donc le parent va avoir besoin de s'adapter aux besoins spécifiques de ses enfants et d'être réaliste dans les attentes parentales. Ensuite, un dernier facteur risque va être l'instabilité émotionnelle, ou alors on peut dire plus simplement l'anxiété. C'est le type de personnalité qui va aggraver le risque de burn-out. L'anxiété va entraîner un stress chronique qui va rendre la parentalité insurmontable. Le parent va avoir tendance à réagir de manière excessive, d'être totalement envahi par ses émotions, de ruminer le problème, et quand la rumination se prolonge, cela peut aggraver le stress et la fatigue mentale. Donc, avec l'anxiété, c'est comme si on avait des lunettes noires qui ne centrent plus sur le regard positif avec ses enfants. On ne voit plus que les choses que de manière négative. Et donc, cela peut amener au burn-out et l'anxiété, on le sait, aggrave les symptômes du burn-out. Donc, pour synthétiser, les principaux facteurs risques personnels vont être une mauvaise gestion des émotions et une forte anxiété, une histoire parentale douloureuse et une personnalité perfectionniste. Il y a ensuite, comme facteur risque, les risques éducatifs. Les psychologues vont pointer 3 comportements à éviter dans l'éducation des enfants: l'inconsistance éducative, la coercition et l'escalade. L'inconsistance, c'est menacer l'enfant d'une punition. Je te prive de ton téléphone. Alors, ça nous arrive à tous d'émettre une punition et évidemment de ne pas la faire. Mais quand cela s'applique de manière régulière, cela va nous faire perdre toute crédibilité auprès de nos enfants. Et l'enfant saura qu'il va nous avoir à l'usure, ce qui va augmenter la source de stress des parents. Et en plus de ça, avoir tendance chez les parents à se remettre en cause et se culpabiliser. Dans la coercition, ça va être des punitions sévères qui vont être de nature psychologique ou physique. L'enfant va grandir avec l'idée qu'il est mauvais et donc finalement inconsciemment va se conformer à l'idée qu'on a de lui, ce qui va aggraver les problèmes de relation entre les parents et les enfants. Et en plus de ça, comme on sait, les punitions sévères, donc qu'ils soient corporelles ou psychologiques, peuvent avoir des grosses conséquences sur la santé mentale de l'enfant. Il y a ensuite l'escalade, où le parent et l'enfant veulent avoir le dernier mot. Or, un enfant peut se montrer beaucoup plus désinhibé que le parent et donc gagner dans ce jeu à l'escalade. Et le parent se sent alors vaincu et culpabilise d'être un mauvais parent. Enfin, il y a les facteurs familiaux, qui va être un poids élevé de prédiction du burn-out. Les 3 principaux facteurs familiaux, ça va être tout d'abord la mauvaise coparentalité, c'est-à-dire une mauvaise collaboration entre les parents, que ce soit sur la répartition des tâches ou également sur les valeurs éducatives. Par exemple, les parents sont-ils d'accord sur le rapport à la scolarité, au respect dû aux adultes, pour ou contre la fessée, les heures de sortie des adolescents. Et quand un parent sape l'autorité de l'autre parent, le dénigre en lui disant « tu n'es qu'un mauvais parent », il y a un risque que le parent critiqué se désengage, perde confiance en lui et donc dans ses compétences parentales. Une mauvaise coparentalité, c'est également une mauvaise répartition des tâches, où le parent qui fait tout peut finir totalement épuisé et en burn-out. Il y a enfin la mauvaise organisation, avec l'absence de routine sur les tâches quotidiennes, qui augmente la charge mentale. C'est important de trouver une routine qui allège cette charge mentale. Cela comprend la conciliation entre sa vie familiale, professionnelle, sociale et les loisirs. Ce n'est pas possible de répartir tout de manière égale. C'est pour ça qu'il faut arriver à privilégier les moments de qualité.
Par exemple, au lieu de prendre un mercredi après-midi qui peut être une source de stress et de frustration pour ses enfants, ne pas revenir à l'heure habituelle et tout miser sur un moment qualitatif avec ses enfants. Alors, la liste de ces facteurs de risque et de stress est longue. Vous vous dites sans doute qu'au regard de tout ça, il y a un certain nombre de facteurs qui vous concernent et que finalement, il est presque impossible de ne pas tomber en burn-out parental. Et pourtant, tous les parents ne tombent pas en burn-out parental. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux sur comment on gère. Donc, il y a déjà le facteur stress. On n'a pas tous la même résistance au stress. Certains d'entre nous vont stresser rapidement, là où d'autres peuvent accumuler une bonne dose de stress avant de perdre pied. On a aussi, comme le disait Athénaïs, notre histoire, notre personnalité qui jouent, qui font qu'on va être plus sensible que d'autres à certains facteurs. Et on a enfin les ressources qui vont venir compenser les facteurs risques. Alors par ressources, ça peut être la coparentalité, ça peut être la famille, ça peut être le mode de garde, le temps de trajet, il y a plein de choses qui rentrent dans les ressources et qui vont venir compenser un petit peu tout ça. Donc finalement, le burn-out parental, c'est trop de stress pendant trop longtemps avec pas assez de ressources pour y faire face. Les symptômes de ce burn-out parental, comment ça se manifeste? C'est un syndrome à 4 facettes. Le premier, c'est l'épuisement physique et émotionnel. Effectivement, les parents qui sont en burn-out parental sont épuisés. Ils vont se décrire comme étant au bout du rouleau, au bord du gouffre, au fond du seau, comme on veut, quelle que soit l'expression utilisée. C'est pour montrer que c'est pas une fatigue classique qui va passer avec quelques heures de sommeil, c'est vraiment un épuisement. Athénaïs, tu as Oui, je vais prendre effectivement l'exemple d'une maman que j'accompagne qui s'appelle Jeanne. Elle a 3 enfants qui ont 6, 10 et 12 ans. Elle a un travail prenant et depuis quelques semaines, elle n'arrive plus à faire face aux sollicitations de ses enfants, à leur demande d'aide dans les devoirs scolaires, à leurs besoins d'attention, à leur besoin d'être écoutée. Jeanne se sent tellement fatiguée, vidée physiquement et psychiquement. Le matin, quand elle se réveille, elle a l'impression d'avoir 0 énergie. La moindre chose comme préparer des repas, faire des courses, les accompagner lui demande une immense énergie. Elle en vient même à vouloir être malade ou alors mourir pour enfin se reposer. Son quotidien l'épuise, elle a l'impression d'agir en pilote automatique. On a comme deuxième facteur la saturation et la perte de plaisir dans son rôle de parent. Donc finalement, là, ce qui compte, c'est pas les relations avec l'enfant, pardon, c'est vraiment la fonction parentale. C'est-à-dire on est fatigué. Et cette fonction, rien que de penser ce qu'il y a à faire avec nos enfants est compliqué. Oui, je vais prendre l'exemple de Paul, qui est père de 2 jeunes enfants. Il aime ses enfants, bien sûr, de tout son cœur, mais il ne supporte plus de se sentir uniquement père. Il n'en peut plus d'être parent. Il exprime un besoin d'espace à lui. Lui qui aime tant faire des activités avec ses enfants, il n'a plus qu'une envie, les laisser à la maison et partir retrouver ses amis, faire du jogging ou alors jouer au foot avec ses copains comme avant. Il ne supporte plus les disputes, d'entendre 20 000 fois dans la journée « papa, papa, papa ». Il a comme un sentiment d'overdose et a tendance plutôt maintenant à se réfugier dans son travail et à rentrer de plus en plus tard pour ne justement plus avoir les contraintes du quotidien avec ses enfants, pardon. Il s'en veut et ne se reconnaît plus et ne prend plus de plaisir dans son rôle de père. Ensuite, on a un des symptômes les plus importants et qui est souvent le plus dur à vivre pour les parents, c'est la distanciation affective avec les enfants. En fait, quand on prend l'exemple, par exemple, du burn-out professionnel, ça se manifeste par une dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'on va attribuer un numéro ou, on va dire, par exemple, à nos patients, ça va être le cœur de la chambre 21 ou le dossier numéro 7. Pour les enfants, on ne les réduit pas à la notion d'objet. En revanche, il y a un vrai détachement, une distanciation émotionnelle. Par exemple, le parent continue évidemment à aimer son enfant, mais il va avoir de plus en plus de mal, à lui montrer des signes d'affection. Il va le laisser peut-être plus pleurer que ce qu'il aurait fait habituellement. Il y a vraiment une dissociation un petit peu qui se met en place et elle est très, en général, culpabilisante pour les parents et c'est là où ils commencent à avoir du mal à en parler. Je vais l'illustrer avec Géraldine qui a 2 enfants de 13 et 15 ans. Entre les problèmes scolaires de l'un, les problèmes de comportement de l'autre, sa lutte contre la consommation d'écran de ses adolescents, les besoins contradictoires qui sont propres à l'adolescence, entre un besoin d'autonomie et en même temps un besoin d'un cadre qui soit clair,
Géraldine a l'impression que sa relation avec ses enfants ne se résume qu'à des simples routines. Elle s'épuise, elle n'a plus d'affect avec ses enfants, elle a l'impression d'agir comme un robot, elle se sent comme un monstre d'insensibilité. Et Géraldine est tellement fatiguée qu'elle en devient irritable, que ce soit avec ses enfants ou alors avec son conjoint. Alors, le dernier élément, c'est vraiment le contraste, c'est-à-dire la différence entre le parent qu'on était avant et le parent qu'on est maintenant. Parce qu'effectivement, un parent qui a toujours eu des difficultés, qui s'est toujours senti épuisé pour s'occuper de ses enfants, qui a ressenti des difficultés dès le début, va pas être en burn-out parental. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le avant et le après. Et c'est le symptôme qui est le plus visible par l'entourage et qui génère souvent des commentaires. Ah ben, avant, t'étais pas comme ça, ou depuis quelque temps, tu t'énerves très vite. Voilà, c'est cette notion de contraste qui fait quand même la différence pour apprécier si on est en burn-out parental ou pas. On n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes en même temps. Si à partir du moment où on a 60% des symptômes, on va considérer qu'on est en burn-out parental. Alors, comment ça marche et comment on tombe en burn-out parental? Alors, on emploie l'expression tomber en burn-out parental, mais on ne tombe pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est quand même assez long. Et on commence par une phase dite de burn-in, où là, on est vraiment dans le parent idéal, on veut mettre en place la famille idéale, soit celle on veut reproduire ce qu'on a déjà eu, soit on veut mettre en place ce qu'on n'a pas eu, justement. Donc ça, c'est un peu le début où on est vraiment dans un positionnement de sa parentalité. Si on continue, on tombe parfois dans le surinvestissement parental, où là, on va se saisir de notre fonction parentale et on va avoir envie d'exercer sa mission à fond. Donc, ça va être les trajets, les jeux, les activités extrascolaires, peu importe le temps que ça prend. Alors, cet investissement, il peut être choisi ou subi, parce que parfois, on a des enfants qui ont un trouble ou qui ont un handicap, et là, on a un surinvestissement, mais qui est plutôt subi, lui, pour le coup. Dans tous les cas, on arrive encore à ce stade de la parentalité à plutôt bien le vivre, parce que c'est compensé par le bonheur apporté par l'enfant et le sentiment d'être indispensable. Quand on continue dans ce surinvestissement, on en arrive parfois au sacrifice de soi. Alors le sacrifice de soi, le parent va surestimer ses forces, il va négliger ses besoins. Il va par exemple rogner sur la quantité de sommeil, il va commencer à arrêter un petit peu ses activités, à avoir moins de relations sociales parce qu'il n'a plus le temps, parce qu'il privilégie ses enfants. Ça peut aller parfois même jusqu'à la négligence de soi, vestimentaire, etc. On devient finalement le parent, prioritairement un parent, et puis petit à petit exclusivement un parent. Et on ne peut pas s'imaginer qu'il en soit autrement. Si on continue, on en arrive à une phase de frustration. Parce que finalement, on n'est jamais vraiment satisfait ou parce que les efforts qu'on fournit ne produisent pas les résultats qu'on souhaiterait. Si on prend l'exemple des devoirs, qui est souvent source de conflits et générateur de stress dans les familles, parfois on s'investit beaucoup pour au final un résultat qui n'est pas optimum, donc on finit par se décourager. Et puis on a aussi un manque de reconnaissance parfois des enfants et du conjoint qui vient rajouter à la frustration. Si cette frustration, elle perdure, le parent va commencer à ressentir une fatigue, on va dire, accumulée et à prendre conscience des sacrifices que lui demande finalement son rôle de parent. Donc il va vivre une perte d'énergie, il va être moins patient, plus susceptible, un peu plus inattentif. Et là, on rentre vraiment dans une phase d'alerte. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire, oulala, il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'est-ce que je peux réadapter? C'est le moment où il faut se poser des questions, le moment à voir comment on peut réorganiser les tâches parentales, à voir comment on peut faire. Une fois qu'on a dépassé cette phase de perte d'énergie, c'est là où on bascule et on peut basculer dans le burn-out avec ce qu'on vous a décrit. Avec ce qu'on vous a décrit juste avant sur la distanciation émotionnelle, etc., où là, on rentre vraiment dans la phase rouge où il faut faire quelque chose. Là, on vous a décrit, en gros, comment ça se passe, comment on tombe en burn-out. Donc, vous le voyez, c'est progressif. Maintenant, on va vous parler des conséquences
du burn-out parental, alors elles sont triples, on va dire. Elles sont à la fois pour les parents, pour les enfants et pour le couple. Alors pour les parents, elles ressemblent quand même, on va dire, ces conséquences au burn-out, à celle du burn-out professionnel. On va avoir des troubles du sommeil qui peuvent apparaître. Alors ceux-là, ils sont à double tranchant parce qu'on a à la fois le burn-out parental qui lui-même peut générer des troubles de sommeil et inversement des troubles de sommeil qui peuvent générer du burn-out parental. On a ensuite des problèmes de santé qui peuvent apparaître avec, par exemple, un stress chronique qui se met en place, une baisse du système immunitaire, des risques cardiovasculaires, une augmentation de la glycémie, des tensions musculaires, un certain nombre de sujets qui sont communs au burn-out tout court finalement. Et parfois de l'irritabilité et de la colère. Alors elle n'est pas forcément présente chez tout le monde, ça dépend un peu aussi quel était notre degré de compétence émotionnelle avant de tomber en burn-out, mais en tout cas c'est quelque chose qui est souvent relevé chez les parents, de se sentir moins patient, irritable, de s'énerver plus vite, etc. On a d'autres symptômes tout aussi importants. Tout à fait, le burn-out parental peut entraîner à terme une dépression suite à un stress chronique et une fatigue prolongée. Je vais vous donner donc quelques symptômes types du trouble dépressif. Ça va être une humeur dépressive au quotidien, une diminution de l'intérêt et du plaisir dans les activités. Ça peut entraîner également une perte d'appétit et de sommeil, des idées suicidaires, un manque de motivation, un fort sentiment de dévalorisation et de culpabilité excessive, et aussi un problème de concentration et de prise de décision. On va parler d'un trouble dépressif quand plusieurs de ces symptômes sont présents pendant plusieurs semaines. On observe également des problèmes de dépendance dans le burn-out, qui peut aggraver donc les problèmes d'addiction. Ça peut prendre plusieurs formes, l'alcool, la caféine, le jeu, d'autres substances psychoactives. On parle de dépendance à une substance ou à une activité quand ce comportement va être nuisible à la santé et va donc entraîner également des problèmes relationnels et une incapacité de la personne à répondre à ses obligations. Dans le cadre du burn-out, la dépendance va surtout avoir pour objet une recherche de plaisir. Et les études montrent que le burn-out peut aggraver les problèmes de consommation d'alcool, mais la dépendance est un phénomène complexe qui est multifactoriel. Il y a également des conséquences au niveau des enfants. Les études montrent que le burn-out va augmenter les risques de négligence et de violence envers les enfants, soit au niveau physique ou verbal. Mais bien sûr, tous les parents en burn-out ne se montrent pas négligents ou violents. On va parler de négligence quand le parent ne répond pas aux besoins essentiels du développement de l'enfant, que ce soit au niveau affectif, avec un manque d'affection et d'attention, au niveau physique, avec des problèmes d'un manque d'attention, des problèmes de sommeil et d'alimentation, au niveau également intellectuel, où le parent ne va pas parler à son enfant, ne le stimule pas, ne joue pas avec lui, le dévalorise. Ça va être un comportement passif, à l'inverse de la violence, qui est un comportement actif. Quand les parents sont épuisés, à bout de souffle, ils peuvent se mettre à distance, qui va être un comportement de protection face à une grande fragilité psychologique et devenir violent. À noter que quand ils vont mieux, leur comportement de négligence ou de violence cesse. Je vais vous prendre comme exemple Céline, que j'accompagne. Elle a 4 enfants. Elle vit seule avec ses 4 enfants. Avec ses 4 enfants, il y a de nombreuses difficultés dans sa vie. On la rencontre suite à une information préoccupante qui a été faite à l'école par les professeurs, car les enfants arrivaient le matin, ils étaient souvent sales, arrivaient souvent en retard, manquaient de sommeil. Quand on rencontre Céline au début de la prise en charge, elle avoue s'être réfugiée dans l'alcool, où elle se mettait souvent sur son balcon pour boire un petit coup, pour arriver à affronter toutes les obligations du soir. Elle n'arrivait plus ensuite à répondre à ses obligations parentales, que ce soit donner le bain, où c'était souvent donc le grand frère qui s'en occupait, préparer des repas, emmener ses enfants à l'école. Et il lui arrivait également de se mettre à leur hurler dessus, à les taper, à piquer des colères épouvantables. Après notre prise en charge, elle a commencé donc à aller voir un addictologue et faire également une prise en charge thérapeutique, ce qui lui a permis aujourd'hui d'arrêter tous ces comportements violents et se montre beaucoup plus attentive aux besoins de ses enfants. Le burn-out peut amener également des difficultés conjugales, car ça augmente l'irritabilité, ça peut diminuer la libido et augmenter le besoin de s'évader.
Et donc, ça peut avoir évidemment un coût conjugal important. Alors, comment on diagnostique le burn-out parental? Les deux psychologues dont je vous ai parlé au tout début du webinaire ont mis en ligne un questionnaire qu'on vous enverra à l'issue du webinaire, vous aurez le lien, qui permet de faire un premier diagnostic, on va dire, de burn-out parental. Est-ce qu'on est à risque dedans ou pas du tout? Alors, la typologie de questions, elles l'ont sorti de toutes les études qu'elles ont menées. Et c'est, par exemple, j'ai l'impression de m'occuper de mes enfants en pilote automatique, ou je ne ressens pas de plaisir à être avec mes enfants, ou j'ai zéro énergie pour gérer mes enfants. Et ce qui compte, c'est finalement la fréquence. Donc, vous pouvez choisir jamais, quelques fois par an ou moins, une fois par mois ou moins, une fois par semaine, quelques fois par semaine, ou tous les jours. Ça permet de donner une indication. On va dire que quand vous obtenez un score qui est inférieur à 30, vous n'êtes pas en burn-out parental. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez jamais été ou que vous ne le serez jamais, mais en tout cas qu'à l'instant T, votre balance dont on parlait tout à l'heure, risque-ressources, les risques, les facteurs de protection et de ressources sont plus nombreux que les risques. Entre 31 et 45, on est à risque faible de burn-out. Pour l'instant, les facteurs et les ressources sont plus importantes, mais la fatigue commence à se faire sentir. Quand on arrive entre 46 et 60, là, on commence à être en risque de burn-out modéré, mais il est temps de commencer à faire quelque chose et de penser à prendre soin de soi. Entre 61 et 75, on est à risque de burn-out élevé. Donc là, on a la fatigue et puis l'épuisement aussi, dont on vous parlait tout à l'heure. Et puis, entre 76, à partir de 76 et 84, on est en probable burn-out parental. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment prévenir le burn-out parental et comment s'en sortir? L'objectif, c'est vraiment L'objectif, c'est vraiment de mobiliser ses ressources et d'en rajouter si c'est possible et de faire baisser les risques ou de les supprimer éventuellement quand c'est possible. Mais quand on a beaucoup de facteurs de risque, comment on fait? Alors, on a 5 critères de choix parce qu'il va falloir agir par priorité. Donc, qu'est-ce qui nous permet de choisir par où on va commencer pour agir sur notre parentalité? Le premier critère de choix, c'est choisir un facteur risque sur lequel on a du pouvoir. Souvent, on perd beaucoup d'énergie à essayer d'agir là où on n'a pas d'impact. Et c'est pourtant générateur de stress, et c'est important de se dire sur quoi je peux agir, où j'ai de l'impact et qu'est-ce que je peux faire. Ça, c'est le premier critère de choix. Ensuite, on a les critères qui ont une incidence directe sur notre parentalité. Admettons qu'on ait des sujets de conflit avec le voisinage qui génèrent beaucoup de stress par rapport à nos enfants, mais qu'en même temps, c'est la guerre tous les soirs avec les devoirs. Le voisinage, c'est un sujet, mais le sujet qui est le plus en relation directe avec notre parentalité, on va dire, c'est d'abord les devoirs. Donc, on va déjà s'occuper des devoirs. L'autre critère, c'est le rapport coût-bénéfice. Celui-là, il est important parce que parfois, on va déployer des moyens fous à essayer de régler des choses ou mettre en place des choses qui, au final, ne va pas nous rapporter beaucoup derrière. Si on prend l'exemple d'un couple qui est en difficulté et qui a besoin, à un moment donné, de se retrouver, dans l'idée, il va pouvoir mettre en place une garde, un resto, faire garder les enfants, etc. Mais si au final, lors de cette soirée, elle est trop coûteuse en termes d'énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour s'organiser, se rendre disponible, et qu'au final, on ne profite pas de la soirée, on aura dépensé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Donc, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on en retire ? Et un autre critère qui est aussi choisir un facteur de risque sur lequel il y a des effets bénéfiques en cascade. Admettons que vous ayez des relations conflictuelles avec vos enfants. Le fait d'agir et de travailler sur cette relation à l'amélioration de la relation, par exemple, comme le disait Athénaïs tout à l'heure, en réservant des temps de qualité, en privilégiant des temps de qualité, pas forcément la quantité, mais vraiment la qualité, ça va permettre de faire redescendre le stress pour tout le monde et donc d'avoir de meilleures relations et donc peut-être une meilleure coopération, et donc il y aura des effets en cascade aussi sur la vie à la maison et la vie de tous les jours et donc sur la manière dont on vit notre parentalité. Le dernier critère, ça va être de choisir celui qui nous affecte le plus, parce que finalement
par ordre de priorité. On a souvent plein de facteurs de stress à gérer en même temps, mais il y en a toujours un qui est plus présent que l'autre. Donc, on commence par celui-là. Alors, ça paraît être une évidence, sauf que quand on est épuisé, on ne se pose pas toujours les questions et on a un peu tendance à partir dans tous les sens. Donc, le but, c'est d'essayer de prioriser. Mais ce n'est pas toujours facile, évidemment. Le point le plus important, finalement, ça va être de prendre soin de soi. Alors, vous allez me dire, c'est une évidence, mais on n'a pas le temps. C'est ce que me disent souvent les parents qui arrivent au cabinet, c'est « Ok, prendre soin de moi, mais je n'ai pas le temps ». Eh ben, prendre soin de soi, c'est pourtant indispensable en tant que parent. Et aujourd'hui, avec toutes les injonctions qu'on a sur la parentalité positive, etc., il faut quand même avoir conscience que si nous, en tant que parents, on n'est pas OK, on va avoir du mal à s'occuper de nos enfants. Un peu comme dans l'avion, le masque à oxygène en cas de dépressurisation de la cabine. Finalement, si on met à notre enfant, on veut le mettre à notre enfant en premier, mais qu'on tombe dans les pommes, on va pas être d'une grande utilité. Donc l'intérêt, c'est quand même de prendre soin de soi d'abord pour pouvoir après prendre soin de nos enfants. Alors comment on fait ça? Il y a plein de manières de le faire. Ça va être prendre du temps pour soi. Encore une fois, je sais que vous allez me dire que c'est très compliqué et j'en ai conscience. Moi aussi, je suis maman, moi aussi, je travaille. C'est évidemment très compliqué de prendre du temps pour soi et pourtant, on arrive toujours à en trouver quand on travaille avec les parents. Il y a toujours des petits leviers d'action. On les verra tout à l'heure dans les autres pistes à mettre en place. Mais sans ça, on ne peut pas aller mieux. Et sans aller mieux, on ne peut pas s'occuper sereinement de nos enfants. Ensuite, on a un autre facteur qui est prendre soin de ses besoins, on va dire. Bien manger, bien dormir, faire du sport. Alors ça va avec le prendre soin de soi. Mais c'est toujours indispensable de le rappeler, mais évidemment tous les parents en ont conscience, c'est que on manque de temps, on manque d'énergie, on manque de plein de choses, mais on sait tous aussi que ça a quand même une incidence positive sur notre santé mentale, plus globalement, au-delà de la parentalité. Ensuite, on a évidemment être à l'écoute des signaux d'alerte. On ne s'écoute pas très souvent, on n'écoute pas forcément nos besoins, on n'écoute pas ce que nous dit notre corps. Et pourtant, comme pour le burn-out professionnel, il y a toujours des signaux d'alerte qui permettent de se dire « Ouh là là, je commence à moins bien dormir, je suis plus irritable, etc. » qui permettent de dire « Il y a c'est peut-être le moment d'agir et de faire quelque chose. » Et le dernier point, ça va être évidemment de se faire accompagner. Alors, se faire accompagner, ça peut être en parler aussi à quelqu'un, en parler à une oreille attentive qui va nous permettre aussi de vider notre sac et de faire baisser notre niveau de stress, mais se faire accompagner par un professionnel parce qu'il y a un moment donné, quand on est soit presque en burn-out, soit en burn-out, c'est difficile en fait de mettre en place tout ce qu'on a dit juste avant. Ça nécessite beaucoup de changements et rien que d'essayer de trouver une solution mobilise de l'énergie qu'on n'a pas en fait à ce moment-là. Donc l'intérêt de faire appel à un professionnel, c'est d'avoir vraiment cet appui, ce soutien qui va permettre de se mettre en action à un moment donné où c'est quasiment plus possible. Alors, les autres pistes pour prévenir le burn-out parental. Le premier, ça va être redéfinir, agir sur son organisation. Pour répondre à nos contraintes d'emploi du temps surchargées, on a beaucoup d'articles de magazines ou aujourd'hui d'articles sur les réseaux sociaux qui viennent nous donner plein de conseils en nous faisant miroiter qu'on va pouvoir tirer le meilleur parti de notre temps, de chacune des minutes que nous avons à notre disposition. Mais on ne se pose pas toujours la question de savoir est-ce que nous sommes vraiment obligés de faire tout ce que nous nous sentons obligés de faire. Là encore, quand je reçois des parents qui sont pas forcément en burn-out parental, mais on va dire en épuisement parental, quand je leur demande de faire la liste de toutes les tâches, de toutes les obligations qu'ils ont à faire et qui sont coûteuses pour eux en termes d'énergie et de stress aujourd'hui, et que je leur demande si certaines tâches peuvent être supprimées, la réponse est toujours non. Et pourtant, si je repose la question, on refait cette liste et on se repose la question, mais qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas cette tâche-là? C'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qui peut arriver de pire si je ne fais pas ça? Et là, on est souvent très surpris des réponses parce qu'on finit par toujours trouver 2 ou 3 choses qu'on peut faire sauter. Et 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, à la fin de la semaine, ça peut faire 1 heure. Et 1 heure, ça fait la différence parce que ça peut être 1 heure où on va rien faire dans le canapé, 1 heure où on va aller prendre un thé en terrasse, 1 heure où on va écouter de la musique, mais 1 heure juste pour soi. Quand on est épuisé de sa fonction parentale, c'est 1 heure qui est précieuse. Et finalement, 1 heure, en accumulant plein de petites minutes dans la journée, c'est toujours ça de prix.
Et puis, ça passe aussi par redéfinir des objectifs qui sont réalistes. On est aujourd'hui dans un monde globalement perfectionniste, où on se fixe beaucoup de pression, tout seul déjà. Et parfois, mieux vaut une maison bien propre que parfaitement propre et 2 repas tout préparés plutôt que s'épuiser à vouloir absolument tout gérer, et la maison et les repas, etc. Parfois, lâcher prise, ça fait du bien. Mais c'est pas facile, parce que lâcher cette notion de perfectionnisme, elle n'est pas simple. Donc ça se travaille, ça se fait pas du jour au lendemain, il n'y a pas de baguette magique. Mais quand on voit à long terme des effets positifs que ça a sur notre santé mentale, eh ben, ça vaut le coup quand même d'essayer de mettre en place ces petits changements, les petits changements du quotidien. On a aussi la délégation. La délégation, c'est sûr que globalement, personne n'aime trop participer aux tâches ménagères, aux tâches d'organisation. Et pourtant, tout le monde participe quand même à salir la maison, à déranger la maison, etc. Le panier, le linge n'arrive pas tout seul du panier de linge sale jusqu'à dans le placard avec les petites jambes, et encore quand il atterrit dans le panier à linge sale, parce que en tant que parents, nous avons tous plein de petits poussés qui sèment partout. Mais la clé qu'on néglige souvent par manque de temps, par perfectionnisme, c'est aussi de déléguer, même à nos enfants, en fait. C'est un service à leur rendre pour eux et à nous rendre à nous plus tard. Dans notre milieu professionnel, on forme, on va dire, des gens. Nous, on a besoin de former nos enfants aussi, de les responsabiliser. Mais c'est pas simple en tant que parents, parce que ça suppose de travailler nous-mêmes sur notre perfectionnisme, parce que forcément, ça sera moins bien fait. Ça sera pas parfaitement fait, mais pour autant, l'intérêt, c'est que sur le long terme, ça soit pas vous qui le fassiez et que ça puisse libérer un petit peu de charge mentale. Poser des limites. Poser des limites, c'est apprendre à dire non. Alors c'est pareil, tout le monde va dire que c'est une évidence, mais c'est pas simple de dire non. On connaît déjà pas toujours très bien nos limites. On a envie de faire beaucoup, on a envie de prendre tout en charge, et puis parfois on se sent un peu dépassé et on n'ose pas toujours dire non. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup en coaching, parce que ça permet de faire baisser la charge mentale et de faire baisser la pression et d'arrêter à un moment donné où on se sent dépassé. Faire face à deux. Alors, faire face à deux, évidemment, quand c'est possible, quand on a un coparent, pour les mamans qui sont seules ou les papas qui sont seuls, c'est évidemment plus compliqué. Donc, c'est voir comment ils peuvent trouver, activer dans leur entourage des ressources qui leur permettent de les soulager. Évidemment que c'est pas évident. Et pour autant, on arrive toujours, un voisin, une voisine, à trouver des choses. C'est pas simple, mais travailler sur cet aspect entraide permet quand même de lever aussi un peu de pression. Et demander de l'aide, oser dire, oser exprimer ses émotions, oser dire que ça va pas, oser dire que c'est difficile. C'est pas simple, mais ça permet beaucoup de déculpabiliser, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, parce que quand on échange aussi entre parents, on se rend compte qu'on a quand même tous plus ou moins, évidemment en fonction de l'histoire de chacun, mais des facteurs de stress communs et des sujets d'épuisement, et puis se faire accompagner, comme on le disait tout à l'heure, par un professionnel quand ça devient trop lourd à porter. Alors, les relations avec nos enfants, je ne vais pas revenir dessus parce que là, le sujet, c'était vraiment d'amener cet aspect collaboratif dont on a parlé juste avant et de les faire participer, de les responsabiliser, de leur donner une part de responsabilité. Mais on a d'autres moyens d'action. Oui, il y a également le soin que l'on peut prendre dans sa relation avec ses enfants qui va être un facteur très important de protection. Cela va également nous aider à redonner du sens à notre rôle parental. Surtout que nous sommes tous affectés quand les rapports avec nos enfants se passent mal. Avoir une bonne relation avec ses enfants, cela va passer par être un parent à la fois soutenant et chaleureux, qui va permettre à son enfant de construire une base affective solide, d'avoir une bonne estime de soi, qui lui seront utiles pour son bien-être pendant toute sa vie. Effectivement, l'enfant, il a besoin de sentir que ce qu'il vit en tant que personne est important pour son parent. Cela va nécessiter que le parent puisse avoir des moments où il est disponible, soutenant, à l'écoute.
Cela peut passer par des gestes simples, comme embrasser ses enfants le matin et le soir, leur exprimer leur amour, les complimenter, les encourager, s'intéresser à ce qu'ils ont fait dans la journée, demander leur avis sur les décisions qui les concernent. Tout ça, c'est des gestes simples qui peuvent paraître évidents, mais quand on est épuisé, en burn-out, qu'on a envie de tout lâcher, reprendre ces gestes-là tout simples peuvent permettre de reconstruire une relation harmonieuse avec ses enfants. Et une ambiance familiale sereine, comme vous le savez, permet de diminuer le stress, que ce soit des parents ainsi que celui des enfants. Ensuite, c'est important d'arriver à poser un cadre clair avec les enfants. Je rappelle qu'être un parent positif n'est pas être un parent permissif. L'enfant a besoin de limites pour se construire et se sentir en sécurité. Afin de se sentir en sécurité, se développer harmonieusement, les enfants vont avoir besoin d'un cadre qui soit à la fois ferme, bienveillant, qui soit ajusté à l'âge de l'enfant. On ne va pas demander la même chose à un enfant de 4 ans qu'à son adolescent de 16 ans, qui soit nuancé. Toutes les règles ne se valent pas. Entre mon enfant ne met pas son linge au sale, il tape son frère et ses sœurs, est insupportable en cours ou manque de respect. Il faut également que ce cadre soit limité. S'il y a trop de règles, c'est absolument impossible que notre enfant puisse tous les respecter. C'est également important que la communication soit basée sur le cadre soit basé sur une communication entre le parent et l'enfant. Quand le cadre éducatif épuise, c'est qu'il est soit trop contraignant, soit trop laxiste. Beaucoup de parents épuisés avouent qu'ils lâchent complètement le cadre et deviennent laxistes. À l'inverse, il y en a d'autres qui n'ont plus aucune tolérance, qui deviennent totalement rigides. C'est là que ça va devenir important d'arriver à remettre en place un cadre qui soit positif. Ce qu'on peut faire, c'est faire un tableau avec 3 colonnes, où il y a on met dans une première colonne des comportements qui sont jugés comme inadmissibles, une autre colonne avec des comportements qui sont difficiles à accepter, et une dernière colonne avec des comportements qui sont jugés comme acceptables. Ça va permettre de réfléchir à nos valeurs éducatives et notre seuil de tolérance qui est propre à chacun. Et ça va permettre également d'apprendre à nos enfants à savoir quelles limites ne peuvent pas être franchies et surtout tenir sur, quand on dit non à une limite qui a été franchie, tenir bon sur ce non. Enfin, le dernier aspect, ça va être également de favoriser une bonne communication entre les parents et les enfants. Ça permettra d'avoir une ambiance familiale qui puisse être harmonieuse et sereine. Bien communiquer en famille, cela va permettre de prévenir, de résoudre des conflits, de permettre également de s'assurer que le message entre l'émetteur et le récepteur, donc entre le parent et l'enfant ou entre l'enfant vers le parent, est compris par tout le monde. Éviter donc les malentendus. Et ça permet également de renforcer les liens familiaux. Par ailleurs, c'est important quand un enfant exprime une émotion ou un adolescent, il a besoin de se sentir compris, écouté et soutenu dans ses émotions. Et d'ailleurs, ça va lui permettre également d'accéder aux émotions des autres et donc de développer sa sensibilité, son empathie, qui lui permettront d'avoir de bonnes relations plus tard avec ses pairs et avec son entourage. Enfin, ne pas hésiter à nous-mêmes en tant que parents à communiquer également, comme le disait tout à l'heure Élodie, à des personnes en qui on a confiance. Ne pas hésiter à se dire « ça ne va pas, je n'en peux plus ». Vous verrez que nous ne sommes jamais seuls en tant que parents quand on a des difficultés, même si on a envie de donner l'air de tout va bien, je peux vous dire qu'en cabinet, on voit bien que non, tout va pas bien, que c'est difficile d'être parent. Et ce sentir soutenu avec bienveillance va permettre de réduire son stress. Alors, on a encore un moyen d'action, c'est choisir ses batailles. Choisir ses batailles, ça a l'air facile comme ça, mais c'est vrai que parfois, on a plusieurs problèmes en même temps avec nos enfants. Ils se tiennent pas bien à table, ils regardent trop d'écran, ils se lavent pas assez les dents, ils veulent pas prendre la douche, etc. On peut pas agir sur tout en même temps, parce qu'à un moment donné, ça fait monter le niveau de stress puissance 10 000. Et c'est donc se dire, ok, il y a des trucs que je vais lâcher maintenant, je verrai après, mais par quoi je commence? Peut-être que le plus important pour moi, c'est le temps d'écran, donc je vais commencer par ça, et puis je verrai après les conflits avec les devoirs ou les dents, ou le fait d'être... voilà, donc c'est lâcher et choisir sa bataille. Et puis être parent, ça nécessite de s'adapter.
en permanence. Il y a des choses qui vont marcher une semaine et d'autres qui ne marcheront pas la semaine d'après. C'est être créatif. C'est facile à dire et pas toujours facile à faire, mais ce qui est certain, c'est que de jour en jour, ça change et avoir bien conscience que malheureusement, on doit s'adapter. Alors, le mot de la fin, avant de vous laisser la parole, est que vous puissiez poser vos questions. À tous ceux qui se sont inscrits ce soir à ce webinaire, à tous ceux qui, tout au long de cette présentation, se sont reconnus dans de nombreuses situations, à ceux qui sont pressés de faire le test en ligne, dont vous aurez le lien, sachez que vous n'êtes pas seuls. Être parent, comme on l'a dit au tout début, c'est vraiment un défi au quotidien. C'est pas simple, c'est épuisant au quotidien. Il n'y a pas de baguette magique. Il y a toujours des solutions. Comme je disais tout à l'heure avec le contrat, malheureusement, là, on signe un contrat où il n'y a pas de rupture prévue, il n'y a pas de rupture anticipée du contrat. Donc, on est bien obligé de faire avec et donc de s'adapter et surtout d'assurer ses arrières. Donc, si jamais vous avez à un moment donné le ciel de votre parentalité qui s'obscurcit un petit peu, il y a toujours, sachez qu'il y a toujours moyen de se faire accompagner, de trouver des petits leviers parce qu'il y a toujours quelque chose sur lequel on a du pouvoir, même si on ne le voit pas sur le moment. Voilà ce que... Oui, je voulais également rajouter un petit mot. Le burn-out a une fin. Quand on s'en sort, on s'aperçoit que ce burn-out a permis de faire une croissance, qu'elle soit au niveau personnel ou aussi au niveau familial. Je vous souhaite donc ce soir beaucoup de moments de joie, d'harmonie et de partage en famille, en espérant que ce webinaire vous aura permis de trouver de nouvelles pistes à explorer avec vos enfants. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous. Alors, on va lancer les questions. Vous pouvez lancer vos questions dans le chat. On va essayer de l'ouvrir quelque part. J'ose pas remettre la caméra parce que je me dis, est-ce qu'on nous entend si je remets la caméra? C'est la grande question. Bien sûr, on pourra partager la présentation. Il suffit d'écrire à l'appel de Paris et on vous enverra la présentation. Alors, on commence les questions. Oui, le lien peut servir de replay et dès lundi, on va vous envoyer de nouveau des liens de connexion sur YouTube. Mais déjà, normalement sur Teams, si vous reprenez le même lien, vous arrivez sur le début du webinaire. Donc, on va vous poser des questions à vous, mesdames. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de mettre la caméra? On peut essayer. Allez, on se lance, on va voir. Arrêt de partage. Hop. Arrêtez la présentation. Allumez la caméra. Ah. C'est toujours un peu amusant, parce que là, c'est blanc. Ah, vous voilà, mesdames. Fantastique. Alors, je ne sais pas si le son va suivre. On va voir. Alors, j'ai une première question ici. Y a-t-il plus de burn-out chez les parents, maman ou papa solo? Alors, maman ou papa solo? Solo. Déjà, il n'y a pas beaucoup de chiffres, c'est ce qu'on disait au début, sur le burn-out parental. Donc, c'est difficile de répondre à la question. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on est seul, on a encore plus de facteurs de stress que quand on peut copartager. C'est ce qu'on a dit tout au long de la présentation. Donc, c'est difficile de dire est-ce qu'il y a plus ou pas plus. On peut dire qu'il y a plus de facteurs de risque. Après, tout dépend de toutes les ressources qui peuvent être mises en place pour compenser justement ces facteurs de risque. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est effectivement le plus important, c'est de ne pas se sentir seul et de mettre en place un maximum d'étayage. Et on voit que dans tout mal-être, en fait, un des facteurs risques les plus importants, ça va être le fait d'être isolé. Merci beaucoup. On a une question sur quel professionnel consulter en cas de burn-out? Alors, il y a plusieurs professionnels qui peuvent être consultés en cas de burn-out. Quand on est dans un cas de burn-out où on a, on va dire, des symptômes dépressifs, c'est bien de pouvoir aller voir un médecin parce que parfois, il y a un traitement qui pourra être nécessaire.
Ça peut être aussi un psychologue, un psychiatre, des coachs qui permettent parfois de mettre en action aussi des petites choses qui sont difficiles à changer au quotidien et qui vont permettre voilà, de vraiment se mettre en action. On va dire qu'il y a tout un panel de professionnels qui Moi, je pense que le plus important, c'est de trouver également quelqu'un qui vous corresponde, parce que vous pouvez commencer par un psychologue et finalement aller voir aussi un coach en parentalité ou l'inverse. La personne qui vous concernera, en tout cas qui vous correspondra le mieux. C'est important d'être en confiance, parce qu'en fait, si on n'est pas en confiance, on ne peut pas avancer. Donc, c'est pas toujours la même personne, mais parfois, ça peut prendre du temps à trouver. Donc, si on n'est pas satisfait de la première personne qu'on trouve, ça peut pouvoir aller taper à la porte de la deuxième. Voilà, c'est sûr qu'en tant que psychologue, je pense que même on peut parfois aussi avoir une prise en charge qui soit double, c'est-à-dire un coach en parentalité, comme Élodie, et puis parfois également travailler sur son histoire parentale, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir parfois aussi un passif qui nous rend plus ou moins fragiles, arriver à travailler sur son anxiété, sur parfois aussi des symptômes un peu dépressifs, sur une histoire parentale qui était douloureuse, sur également qu'est-ce qu'on projette sur ses enfants par rapport à notre propre histoire. Tout ça, c'est aussi des choses qui parfois nécessitent d'être travaillées avec un thérapeute. Merci beaucoup. On me demande, doit-on parler de son burn-out à ses enfants? C'est une vraie question. Déjà, doit-on parler de son burn-out tout court? Doit-on poser un diagnostic sur le burn-out parental? C'est un peu à double tranchant. À la fois, ça permet de déculpabiliser, de mettre des mots sur ce qui nous arrive. Mais à la fois, ça met un peu le doigt, entre guillemets, là où ça fait mal. Après, comme le disait Athénaïs tout à l'heure, la communication avec les enfants, elle est toujours très importante parce que ça leur permet à eux aussi de modéliser. Et c'est parfois utile de pouvoir dire qu'on ne se sent pas bien. La difficulté qui peut apparaître, c'est qu'effectivement, dans la manière dont on va leur parler, c'est faire attention à ce qu'à aucun moment ils puissent se sentir responsables. Parce que quoi qu'on en dise, c'est la fonction parentale qui est en burn-out. Et l'objectif n'étant pas de culpabiliser les enfants, donc ils en arrivent à se dire c'est de ma faute si papa ou maman sont fatigués. Donc, oui, en parler à ses enfants parce que c'est important de pouvoir dire, parce qu'ils voient bien que ça ne va pas, mais il faut choisir les bons mots pour le faire parce que le risque, c'est de les culpabiliser. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Élodie. Je pense que c'est important d'arriver à verbaliser ce qu'on peut ressentir avec son enfant. Et justement, ça va peut-être aider l'enfant à prendre conscience de l'état de son parent, de se dire « je ne suis pas responsable », donc à se protéger lui-même. Et peut-être qu'en ayant cette communication fluide entre les parents et l'enfant, on peut peut-être justement en profiter pour mettre en place des stratégies qui vont permettre aux parents d'aller mieux. Je repense effectivement à l'histoire du linge ou des missions à la maison, de dire bah, ça effectivement, voilà ce que ça provoque chez moi. Peut-être que ça va être aussi un moment où l'enfant va prendre conscience de se dire bah, peut-être que c'est beaucoup pour le parent. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place tous ensemble pour remettre les choses un petit peu à plat et recréer une ambiance familiale qui soit sereine, où tout le monde y trouve son compte. Sachant que ça permettra derrière, avec les effets bénéfiques en cascade, d'avoir des temps plus de qualité avec nos enfants, où on pourra passer plus de temps peut-être à être en lien et en jeu avec eux, plutôt qu'à faire les tâches générales. Et puis effectivement, c'est peut-être aussi un moment pour dire à son enfant, écoute, voilà, je ne vais pas bien, je suis en burn-out, et toi, moi, voilà ce dont j'ai besoin. Je pense que je crois beaucoup à la communication non violente. Je vous propose, à mon avis, je vous conseille également de lire le livre « Les mots sur des fenêtres ». C'est important de pouvoir à la fois exprimer ses émotions et également exprimer ses besoins. Et que l'enfant puisse en profiter dans ces moments-là d'exprimer son besoin et de poser cette question toute simple à son enfant. Et toi, qu'est-ce que tu attends de moi en tant que parent? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux en tant que parent? C'est peut-être aussi l'occasion d'échanges qui peuvent être très riches. Et on est souvent surpris par la réponse. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il existe des simultanéités de burn-out parental et professionnel? Oui. Et d'ailleurs, c'est pas forcément évident de savoir dans quel burn-out on est quand on a des vies professionnelles très actives. Il y a aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas encore assez du burn-out parental, c'est que parfois on se pense en burn-out professionnel et puis quand on fait le bilan et qu'on se pose les bonnes questions et quand on connaît un peu comment fonctionne le burn-out parental, on se dit ah ben, finalement c'est peut-être pas le côté pro qui me pose problème, c'est plutôt le côté parental. Donc oui, il peut y avoir les deux peuvent être mêlés.
Et parfois, on peut faire passer ça sur un burn-out, penser que c'est un burn-out professionnel et puis en fait se rendre compte que c'est plutôt un burn-out parental. Merci beaucoup. Une question sur le conjoint. Comment faire quand le conjoint est peut-être en burn-out parental mais n'en a pas conscience? Alors là, ça va effectivement concerner que ce soit le burn-out, la dépression ou quand le conjoint va mal et ne peut pas s'en rendre compte. Je pense qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire et continuer à parler et peut-être de manière un peu détournée en disant là, je vois que tu ne vas pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire, comment je peux t'aider. Voilà, favoriser toujours le dialogue avec le conjoint là-dessus, voir comment accompagner au mieux et surtout toujours se montrer bienveillant. Merci beaucoup. J'ai un parent qui écrit qu'il a du mal à accepter les mauvaises notes de son enfant et que ça le déprime. C'est un gros sujet. La scolarité de nos enfants est un énorme facteur de stress. Il y a plein de choses qui se jouent. Hein. Il peut y avoir aussi l'histoire parentale, la projection parentale dont parlait Athénaïs, de qu'est-ce qu'on veut nous pour nos enfants. Et donc c'est difficile d'accepter que parfois c'est plus compliqué pour lui ou qu'il n'a pas les mêmes attentes. C'est pas simple à régler et souvent la difficulté c'est que on met en place un espèce de protocole de gestion des notes et on se rend compte que ça n'a pas l'effet escompté. Et dans notre travail en général, quand il y a quelque chose qui marche pas, un process qui marche pas, on change. En tant que parent, quand ça marche pas, on monte en intensité, on change pas. Donc les questions de scolarité, ça nécessite de se remettre en question en tant que parent, de pourquoi ça m'affecte autant, qu'est-ce qui fait que pour moi c'est un point dur comme ça. Et qu'est-ce que je peux faire différemment de ce que j'ai fait jusqu'à présent qui n'a pas marché pour essayer d'avoir de meilleurs résultats. Mais c'est pas simple. Non, c'est là où c'est toujours important d'arriver à faire un travail sur soi, de savoir qu'est-ce qu'on projette sur notre enfant, qu'est-ce que nous-mêmes, nos parents avaient projeté également sur notre rapport à la scolarité. Voilà, donc on en revient également à l'histoire parentale et c'est toujours intéressant d'aller faire un travail d'introspection sur soi. On nous demande, du coup, y a-t-il des burn-out familiaux? Est-ce qu'on pourrait parler d'un burn-out de toute la famille? Est-ce que vous avez entendu parler? Non, mais alors je pense que dans les faits, un burn-out parental peut effectivement entraîner un burn-out familial, parce qu'en fait, ce mal-être, pour les parents le ressentent, les enfants également le ressentent. Ça impacte toute la famille. Alors c'est là où parfois... Ça peut même aller jusqu'aux grands-parents. Oui, jusqu'aux grands-parents. C'est là où parfois une médiation familiale, d'aller voir faire une thérapie familiale peut beaucoup aider, justement, pour mettre tout à plat. C'est important que la parole puisse circuler dans ces moments-là, entre les parents et les enfants. Merci beaucoup. Alors, je répète une dernière fois, il nous reste 3 minutes avant de vous laisser. Vous allez avoir, si vous reprenez le même lien, vous avez le replay directement, donc vous pouvez revoir si vous avez raté le début, par exemple, mais ce sera le même son. Hein. Ça, il n'y aura pas de miracle sur l'enregistrement. Par contre, le partage de la présentation dès lundi, on va vous l'envoyer. Qu'est-ce que je peux vous demander d'autre? Un petit mot de conclusion à chacune de vous deux. Et si vous pouvez redonner votre nom et votre prénom et votre qualité, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au tout début. Oui, et puis du coup, comme il y a eu des petits bugs du début, on ne s'est pas présenté au final. On a démarré directement. Justement, tout le monde vous aime beaucoup, ils vous félicitent, mais ils ne connaissent pas votre nom de famille. Alors, donc moi, c'est Élodie Pesquine-Chevalier. Je suis coach professionnel et parental. J'ai cette double casquette d'accompagnement parce que justement, je parle du principe que même si on a plusieurs vies professionnelles, personnelles, parentales, on est une seule et même personne, quel que soit le domaine dans lequel on évolue. Donc les deux sont souvent très liés. Donc cette casquette me permet vraiment de proposer un accompagnement global. Donc j'accompagne les parents spécifiquement sur toutes les problématiques qu'ils sont susceptibles de rencontrer avec leurs enfants de la naissance à l'adolescence, sans oublier les questions de scolarité qui reviennent très fréquemment. On en a plein le chat. On vous écoute. Alors moi, je suis Athénaïs de Richemont, je suis psychologue clinicienne, j'ai 3 enfants et aujourd'hui, je travaille dans la protection de l'enfance dans une association qui s'appelle Olga Spitzer et on accompagne des familles sur demande du juge des enfants. Et donc, très souvent, effectivement, c'est des parents qui ont de fortes problématiques. Voilà. Je vois qu'il y a une famille qui va connaître de quoi je parle. Voilà. Oui, très clairement. Donc un petit mot le petit mot de la fin.
Vous avez... On peut refaire un petit mot de la fin, on l'a fait, mais on peut en refaire un tout petit. Un tout petit pour la dernière minute. Non, mais pour moi, vraiment, l'importance de communiquer sur le burn-out parental, parce que vraiment, encore une fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est très difficile en tant que parent de se sentir épuisé, c'est très culpabilisant. On a ce détachement qu'on peut avoir à un moment donné vis-à-vis de nos enfants où on en a marre, on n'en peut plus. Se sentir seul, c'est pas simple. Donc savoir que ça existe, savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées, que ça peut être un moment de vie et que ça dure pas nécessairement, mais que on peut se faire accompagner et à un moment donné ça remonte. On a la phase comme dans le burn-out professionnel, ça tombe et puis on finit par remonter. Je trouve que voilà, la communication autour de ce thème est indispensable pour les parents, surtout dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui et avec tous les débats qu'on peut avoir actuellement sur la parentalité positive, etc. Merci beaucoup. Athénaïs? Oui, alors moi je vais reprendre un petit peu ce que je disais dans ma conclusion. Je pense que c'est important de se dire que le burn-out peut justement être une opportunité, comme pas mal aussi d'autres moments de souffrance qu'on peut vivre, pour remettre un petit peu à plat et voir qu'est-ce qu'il faut changer aussi dans notre vie de tous les jours. Parfois, il ne suffit pas grand-chose. Ça peut permettre également une prise de conscience aux conjoints. Parce que là, je disais dans les commentaires qu'il y avait des conjoints qui n'étaient pas toujours présents, ou également un autre rapport également avec ses enfants, ou qu'est-ce qu'on attend de la parentalité, quelles sont nos priorités également en tant que parents, qu'est-ce qu'on veut également comme vie de famille. Tout ça, c'est des sujets essentiels. Et je vous souhaite d'avoir la meilleure des relations possibles avec vos enfants. Pour moi, c'est le facteur de protection le plus important. Merci Allez beaucoup. à l'essentiel. Merci beaucoup. On est tous très heureux. On est fini par avoir du son et même un peu d'image. Vraiment, on n'arrête pas le progrès. La prochaine fois, on sera meilleur, c'est promis. Merci à vous deux d'avoir réussi cet exploit, de nous supporter à l'appel de Paris où on est débutant en webinaire, mais on a quand même beaucoup de bonne volonté et très envie de bien faire. Bonne soirée à vous tous. Merci d'être venus. Merci aux 140 présents et aux 1600 qui sont restés dans la salle d'attente. Bonne soirée. Au revoir.